Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode des 10 questions pour s'élever avec Ondina. Il semblerait qu'on fasse un duo extraordinaire, alors ma foi, on rempile. Comment ça va? Eh ben, très fatiguée. Je trouve que en ce moment, les choses bougent beaucoup de partout et d'avoir suivi un peu les réseaux depuis que tu as fait, le sommet de l'émancipation, ça a été très, très, très intense. Ça a beaucoup bougé et je remercie beaucoup les gens d'ailleurs, d'avoir toujours collaboré à te permettre d'évoluer, de pousser, de créer, c'est vraiment une dynamique qu'il faut garder. On va essayer de la garder. D'ailleurs, j'ai essayé de la garder avec des sessions questions-réponses pour répondre parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de frustration. Oui, on aurait bien aimé que nos experts restent avec nous pendant 10 heures pour répondre à toutes les questions, mais c'était pas possible. Du coup, voilà, entre les 10 questions pour s'élever, entre les sessions questions-réponses, bah, on essaye d'y répondre. Tout en sachant que les 10 questions pour s'élever, on essaye quand même de monter un peu le niveau. L'objectif n'est Alors évidemment pas de répondre sur des petites questions basiques sur lesquelles j'aurais déjà pu répondre maintes fois. L'idée, c'est vraiment de poser des questions qui permettent d'aller plus loin, si possible. Bah, écoute, j'espère qu'elles vont te faire plaisir puisque, je les ai extraites de tes différentes vidéos, des messages privés, mais aussi des mails qui ont été envoyés. Donc certaines sont plus philosophiques et d'autres sont vraiment techniques. Mais on a confiance en toi, on sait que tu es branché à 2000. Donc pour commencer, j'ai eu une question sur, l'aspect, comment dire? Légal. Alors, que penses-tu du statut et du serment de la magistrature et quels arguments légaux, s'il y en a, pouvons-nous opposer à ce serment? Il faut toujours revenir à la racine, comme je l'explique assez souvent, c'est-à-dire qu'on pourrait remettre en question le statut de la magistrature, on pourrait remettre en question le serment lui-même, qui a été remis en question récemment. La dernière fois, c'était depuis 2017, semble-t-il. Est-ce qu'on va s'intéresser à comment eux se valident entre eux, ou est-ce qu'on va remettre en cause la légalité et la légitimité de ce serment? Et la question à se poser, c'est, OK, ces gens-là n'ont, ça je l'ai déjà expliqué, mais on pourra y revenir, ces gens-là n'ont pas de statut légal. On va prendre par exemple, allez, une parmi tant d'autres, mais une des plus puissantes, on va parler du One People's Public Trust. 2012, les États-corporations sont mis en forclusion, plus rien n'existe. Ok. À l'heure actuelle, en fait, on obéit à des gens qui n'ont plus de statut tout court, même plus de statut légaux. En fait, c'est fini, c'est game over. Ça, j'ai déjà expliqué dans une pilule qui s'appelle d'ailleurs Game Over et qui explique justement ça. On est libre, eux n'existent légalement plus. Alors, certains me disent oui, mais effectivement, si on ne dit rien, les mecs en face, ils continuent. Donc, si on n'est pas formé pour leur expliquer leur forclusion, évidemment, comme on dit dans le milieu, qui gagne joue. Moi, tant que je gagne, j'aurais tendance à jouer. Bah, c'est ce qu'ils font. Donc voilà, ils n'ont plus de statut. On pourrait remettre en question la légalité depuis 1848 au moins. Mais notamment par rapport à ce serment, la question c'est à qui prête-t-il serment? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'ils prêtent serment au peuple? Est-ce qu'ils vous prêtent serment à vous directement? Est-ce qu'on a monté un organisme quelconque sur lequel eux s'appuient pour prêter serment? J'ai fait une pilule aussi qui s'appelle Le droit ne te protège pas, où je parle effectivement de ces gens-là, de cette clique-là. Prêter serment devant une guilde privée, qu'est-ce que ça vaut? Donc quand les gens, ou ces magistrats justement, dans ces tribunaux par exemple, prêtent serment, bah, ils se prêtent serment entre eux, prêtent serment aux banquiers. Donc quels intérêts ils vont servir? Ceux du peuple, la vérité, la droiture, ou les intérêts privés? Donc finalement, est-ce que on a besoin de parler de ça, de remettre en question? Donc voilà, les arguments finalement, bah, je les ai donnés. C'est quelle est la légitimité de ces gens-là à nous juger, par exemple, pour ce qui est du tribunal? Bah, ils n'en ont aucun. D'une, ils n'existent pas, et de deux, ils n'ont pas de légitimité. Alors pourquoi on va perdre du temps là-dedans?
c'est quasiment un des premiers arguments, si on remonte. Après, on peut se pencher effectivement sur le strict cadre de la légalité qui nous fait revenir pas à pas dans l'histoire, 1958, la Constitution, 1947, les corporations privées, etc. Bon, la 5e République, la 4e, la 3e, la Constitution de la République, 1789, et j'en passe. Bon, on va peut-être pas tous dérouler maintenant, mais vous voyez que les arguments, il faut quand même aller les chercher. Et si on se base sur les arguments maîtres, on va dire, c'est pas la peine de se fatiguer à aller chercher la légalité sur des dates historiques. OK, merci beaucoup. Sachant que dans cette question aussi, on peut, aussi sous-entendre l'idée qu'un peuple qui n'a pas non plus une forme de juridiction pour l'aider, le tenir, est-ce que ça peut pas l'amener aussi vers un chaos? Alors, j'emploie des termes que les gens comprennent, on pourrait les appeler autrement, mais finalement, tout le monde n'a pas, la bonne intelligence, le savoir-vivre, sans compter les cas pathologiques. Est-ce que finalement, on n'a pas quand même besoin d'un niveau, de gens qu'on appelle aujourd'hui avocats, juges, ce que tu veux, mais qu'on pourrait mettre, sous une autre forme? Est-ce que dans ce nouveau monde, heu, et je dis bien un nouveau, hein, est-ce qu'il y aurait pas quand même une nécessité d'avoir, des individus qui représenteraient un peu, ces personnes-là, mais bien évidemment avec d'autres, valeurs? Alors, les idéologues diront non, mais moi je dirais oui, il y a besoin. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin? Il y a besoin de gens intègres et compétents. Elle est là la différence. Est-ce qu'on a besoin d'un système aujourd'hui? Oui, on a été conditionné tel quel. Vu que la plupart ont du mal à sortir du cadre, think out of the box, donc penser au-delà du cadre, imaginer quelque chose d'autre. Bon, bah, stratégiquement, je dirais oui, le mieux, c'est de partir sur un cadre déterminé par des gens compétents. Mais encore faut-il que ces gens compétents œuvrent pour les intérêts de ceux qui donnent leur représentativité. Ça poserait pas de problème, la représentativité, si elle était bien exercée. Toute une question de confiance. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens compétents. On pourrait très bien leur remettre les clés de la boutique. Ils ne seraient pas là pour nous tromper forcément. Mais on connaît la nature humaine. On connaît le fameux deep state, on connaît l'opposition contrôlée, blablabla. Bon, bref. Du coup, c'est pas toujours une bonne idée de remettre sa représentativité aujourd'hui. Mais pour un autre système, pourquoi pas? Oui, complètement. Super, bah, écoute, c'est une réponse bien complète. Heu, donc tu parlais, de certaines personnes qui ont des bonnes valeurs. Alors je vais, faire une petite annotation, sur Maître Fortalabattu. Alors excuse-moi si je prononce mal, Force à battre la battue. je Tu vais dis pas bien. y arriver, hein. Donc il y aurait un dicton de Maître Fortalabattu: «Pas de roi, pas de loi». Est-ce que c'est vrai? Et c'est ce que je disais juste avant. Elle tombe bien cette question. Pas de roi, pas de loi. Alors, c'est pas forcément un dicton de maître fort tabac la battue. C'est une étude qu'il a proposée avec d'autres membres de son équipe pour expliquer qu'effectivement, il n'y avait plus rien de légal dans la République depuis 1848. Pourquoi? Parce que bah, ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais est-ce que c'est vrai? C'est ça la question? Est-ce que ça tient la Oui. route de partir là-dessus? Ben oui, complètement. Maintenant, si on veut s'en convaincre, le mieux, c'est d'aller, comme je le disais, repartir sur déjà la légalité de la Ve République. Ensuite, les suivantes. Bon, ça peut aller très vite. Surtout celle de 1789 et de repartir comme ça et de voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, quelle est la légitimité de Napoléon, par exemple, d'avoir imposé le Code civil. Est-ce qu'il a été voté, le Code civil? Non, bah encore une fois, on s'est fait avoir. Donc on pourrait remonter encore, et encore, et encore, et encore. Donc finalement, on n'est pas étonné du fait que ces gens-là ont pris le pouvoir, l'ont imposé de fait. La différence avec de jure. Donc de facto, ils ont pris le pouvoir. Charles de Gaulle, dernièrement avec la Ve République, avait-il la légitimité de prendre ce pouvoir-là? Il y a beaucoup de choses qui se remettent en question. Donc oui, il faut fouiller, il faut chercher. Je ne vais pas forcément donner les réponses, mais en tout cas, c'est des axes intéressants. Ouais, je vous encourage à faire vos recherches là-dessus. C'est intéressant, Voynich, parce que d'une question, tu nous ouvres toute une réflexion et on part en débat.
Donc je Mais vais pas réenchérir davantage. Je pense que tu as renvoyé aux gens, de quoi aller, chercher, c'est le principe de la philosophie hermétique que j'adore, c'est-à-dire que on peut avoir ce qu'on appelle des maîtres, des vrais maîtres, hein, des enseignants. Mais ces maîtres-là ne sont pas censés vous donner des réponses, ils sont là pour vous mettre sur la voie. Pourquoi? Parce que c'est un réel plaisir que de découvrir par soi-même, bon, on va dire sa propre vérité. Donc oui, l'idée, c'est pas de tout mâcher, et j'aime pas ça, mais mettre les gens sur la voie, c'est les mettre dans une dynamique. Si on leur donne toutes les réponses, ils vont attendre la bouche ouverte. Et ça, c'est un truc que je dénonce depuis longtemps. Arrêtez de faire comme les petits moineaux qui attendent que maman donne l'asticot dans le nid. À un moment donné, il faut y aller. Il faut passer à l'action. Et ça passe par se convaincre soi-même et non pas être convaincu par des gens qui peuvent raconter n'importe quoi. Parce que bon, si ça se trouve, aujourd'hui, on raconte n'importe quoi. Et moi, si ça se trouve, je raconte depuis des années n'importe quoi. Mais pour le savoir, il faut avoir du discernement. Et donc, il faut aller vérifier ce que je dis. Et pas dire, oui, mais Voynich, il a dit ça, c'est la vérité absolue. Non. très juste. Que dire? On va parler un petit peu de toi. Quelle croyance as-tu identifiée chez toi qui t'a le plus freiné dans ton parcours d'émancipation? Et comment l'as-tu transformée comme moteur? Une croyance qui m'a bloqué quand j'ai voulu vraiment ouais, sortir de la matrice, mais sortir de la matrice, c'est vraiment un grand projet, hein. C'est le projet d'une vie, encore une fois. On ne sort pas de la matrice du jour au lendemain. Mais l'élément un peu, déclencheur où tu as senti qu'il y avait quand même un poids qui te retenait dans Le une plus gros vie, frein qui me ramène aux freins de tout le monde, finalement, c'était de me dire, ouais, mais si je suis pas dans la matrice, je vais pas y arriver. Et si j'arriverai pas, bon, on est dans une matrice où on a besoin d'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est vrai que passer le cap à se dire, je vais gagner de l'argent de moi-même, même si j'ai pu déjà le faire, c'est toujours une étape compliquée. Dire, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est des questions intimes, notamment dans ce que je propose actuellement. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pas commun non plus? Donc moi, peut-être que je me suis posé des questions sur la réalité, sur la portée de ce que je pouvais proposer aux gens. Est-ce que les gens vont me suivre? Est-ce qu'ils vont me soutenir d'une certaine manière? C'était c'était une grande réflexion. Mais cette réflexion-là, c'est la même pour tout le monde. J'ai encore eu des questions excuse-moi de te couper la parole, mais j'ai eu, pas mal d'échanges avec toi et je sais que tu en as eu aussi de cet ordre-là, surtout pendant le sommet et surtout avec, Thierry Casasnovas. Finalement, c'est un peu ta voix. parce que je l'ai trouvé, oui. Et c'est ça qui m'a convaincu finalement. Et c'est pour ça que ce que je peux répondre aux gens, c'est vraiment de chercher sa voie avant de chercher comment gagner de l'argent. Peut-être que la réponse, c'est qu'est-ce qui te fait plaisir au quotidien et qu'est-ce que tu seras prêt à faire pour que chaque matin tu te lèves avec la niaque et l'envie de faire quelque chose qui va te porter tous les jours, jusqu'au reste de ta vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans cette phase où tu te poses des questions parce que tu es employé, par exemple, il y en a qui me disent, ouais, mais je fais de la couture. On ne gagne pas sa vie avec la couture. C'est c'est pas vrai. C'est peut-être dur, mais quels moyens on s'en donne aussi. C'est ça. Est-ce qu'on vibre la chose pour se lever le matin et partir à monter un projet? Par exemple, le sommet de l'émancipation, quand on a évoqué l'idée, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Est-ce que je vais réussir à faire ça, techniquement parlant? Est-ce que je vais rassembler suffisamment de monde? Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que toute la communication, tout le travail qu'il y a eu derrière, c'était énorme. Et je me suis posé cette question. Et du coup, on est parti quand même. J'y suis allé. Il faut sortir de cette zone de confort, comme on l'appelle. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut. On a le temps. Je pense qu'en tant qu'employé, il faut se dégager un petit peu de temps et réfléchir. Qu'est-ce qui peut nous faire plaisir? Qu'est-ce qui peut nous amener à sortir de là? Parce que on va pas se leurrer, hein. L'argent, encore une fois, c'est le fameux nerf de la guerre. J'encourage les gens à réfléchir comment ils peuvent en gagner, comment ils peuvent en récupérer. Pas pour faire n'importe quoi avec. Hein, c'est pas pour s'acheter des gadgets qui servent à rien. C'est pour se nourrir, c'est pour avoir la vie qu'ils souhaitent. Parce qu'aujourd'hui, on achète. Aujourd'hui, on fonctionne comme ça. C'est de l'énergie, l'argent. Il faut que ça circule. Donc, il faut en gagner. Il faut produire pour en gagner. Si on en produit pour un patron, malheureusement, c'est pas la même. Alors,
En ce qui concerne les gens qui travaillent pour un patron, j'ai usage de dire que ce sont des gens qui ont des rêves et qui ont les moyens de payer des personnes pour les réaliser. Donc je trouve que ça peut aussi amener à une réflexion quand soi-même on se regarde et qu'on se dit: «Bah, en fait, moi aussi j'ai des rêves, mais oui, mais pour le moment, tu as choisi pour des raisons et sans jugement que tu allais réaliser ceux des autres». Parce Et qu'on je se trouve croit que ça fait toujours réfléchir parce que ça pique un peu l'ego, même si je sais que tu aimes pas trop l'ego, mais parfois l'ego, ça peut être quelque chose aussi qui impulse. oui, ça fait réagir, exactement. On travaille pour un patron, on réalise ses propres rêves. Et là, il y a un problème. Ça ne veut pas dire que c'est mal de travailler pour une société, ça ne Mmh. veut pas dire qu'on est forcément soumis. Il y a des gens qui arrivent à s'épanouir, mais elle est là la question en fait, la finalité. C'est que quoi qu'on fasse, est-ce qu'on est épanoui? J'en connais beaucoup qui sont employés et qui sont très contents, qui pour autant veulent sortir de la matrice, mais ils savent qu'ils sont dans un engrenage où, mais si jamais ils changent, ça va pas les rendre heureux. Parce qu'ils vont couper cette relation, ils vont peut-être ne plus travailler dans cette boîte-là, ça va les rendre tristes, ils vont pas savoir quoi faire. Donc tout simplement, c'est que c'est pas le moment. Et c'est là où on voit finalement qu'il y a une certaine dimension, allez, on va dire de développement personnel, j'aime pas trop ça, ce terme-là, mais on doit évoluer sur sa posture. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais il y a plein d'autres choses à faire. On peut très bien débancariser en restant employé, par exemple. Petit clin d'œil. Ceux qui se posent la question quoi faire. Très bien. Ça fait déjà 16 minutes que je suis avec toi. En 3 questions, tu nous as déjà, rempli de possibilités. Mais alors, on va aller encore plus loin. Si tu devais résumer l'essence de l'émancipation en une seule phrase, tu vois, je t'oblige à être concis. Quel défi. Laquelle choisirais-tu pour inspirer, ceux qui hésitent encore à sauter le pas? Tu me donnes ce challenge de le faire en une phrase, je vais te le faire en un mot. Faire. Voilà, c'est tout. Faites. Ah, faites quoi? Bah, faites ce qui vous fait plaisir. Faites ce qui vous fait vibrer. Et j'imagine que ceux qui regardent cette vidéo, ils savent très bien, ils sont dans une dynamique de bon sens, dynamique d'ouverture d'esprit, de bienveillance. J'imagine qu'ils vont pas faire n'importe quoi. Donc quand je dis faire, bah, c'est fait du tricot, on en parlait juste avant. Tu aimes ça, fais-en, on a besoin de s'habiller. Si tu fais quelque chose qui te fait vibrer, si tu mets ton énergie dans ce tricot, peut-être que les gens, au lieu d'aller dans des centres commerciaux acheter de la saloperie, pardonnez du terme, bah, peut-être qu'il vaudra acheter, il vaudrait mieux acheter ce genre de choses-là. Et encourager un cercle vertueux, arrêter de mettre son argent n'importe quoi et à voter. À voter, non pas via une urne en donnant sa représentativité, mais voter par ses actions du quotidien. Donc, L'engagement, contribue aussi à alors, l'émancipation. si tu veux une phrase, fais ou ne te plains pas. L'émancipation, c'est ça, on doit prendre ses responsabilités. On en a parlé avec Thierry, qui l'a très bien souligné. La responsabilité, c'est le pouvoir. On ne prend pas sa responsabilité, on n'a aucun pouvoir, on le délègue. Donc voilà, c'est très simple. C'est aussi comme ça que notre société nous éduque, hein. Donnez les enfants à l'école, on va les élever pour vous. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, on a des moyens pour que vous n'ayez pas besoin de vous fatiguer. Et puis au final, un jour, on se réveille et on se dit: «Mince, j'arrive plus à réfléchir par moi-même». Mais Mais tout ça, c'est c'est très voulu, juste. c'est de l'ingénierie sociale. On a Ouais. voulu nous brimer jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à se poser de questions. Métro, boulot, dodo. Si je sors de ce schéma, j'ai plus le temps. Parce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut leur faire à manger, il faut travailler. Les deux parents maintenant travaillent, hein. L'émancipation de la femme, c'était génial. Petite parenthèse, on s'est bien fait avoir, encore une fois. On paye doublement des impôts, on n'a plus le temps pour rien, plus personne ne s'occupe des enfants, ils sont délégués, enfin, on a tout perdu. Il faut Mais renverser la... dis-moi, Vainish, parce que tu es plein de bons conseils, tu nous envoies plein de pics, tu nous demandes de nous bouger, tu nous demandes de réfléchir. Mais de ton côté, est-ce que tu pourrais pas nous partager là vraiment le moment le plus récent où tu t'es lancé un défi pour continuer à t'élever, mais qui a été inconfortable pour toi? Eh Parce que ben, tu vois, excuse-moi de te recouper pour préciser encore plus la question. Heu, Tu vois, on a des gens et par exemple tous tes experts ont dû le vivre. Je prends par exemple même, tu parlais de Thierry Casasnovas. Voilà, lui, il a poussé beaucoup les gens à reprendre en main leur santé. Il a eu des problématiques, juridiques. Donc lui, il a dû pousser sur des domaines qui lui étaient étrangers, parce que c'est un homme, en fait, bon, généreux, qui ne veut, que aider le monde à reprendre, vraiment son pouvoir. Et finalement, toi, dans ton domaine, tu es à l'aise, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un défi personnel où là, tu as été toi aussi dans l'inconfort
et tu as dû aller chercher? Évidemment, bah, le premier c'est de s'exposer avec des thématiques aussi complexes, parce que j'ai longtemps œuvré, allez, en sous-marin. Je me suis dit: «Oui, il faut garder l'anonymat, c'est important». Je maintiens d'ailleurs, hein. Stratégiquement, on devrait représenter un gros réseau décentralisé et le fait de s'afficher quelque part, on centralise l'attention sur un individu qui peut des fois, malgré lui, porter cette étiquette de sauveur, de responsable, de président. Il y en a certains qui me taquinent comme on peut taquiner plein d'autres, comme moi, dire, «Voynich président, Voynich il va se présenter, il va monter un parti, il va faire les trucs pour nous». Ben non, en fait, c'est pas le principe. Surtout pas moi, parce que je prône tout l'inverse. Donc déjà, le fait de s'afficher, le fait de vous proposer ce que je propose aujourd'hui, évidemment, c'était pas gagné. D'ailleurs, réagissez en commentaire, s'il vous plaît, par rapport à ça. Mais imaginez, mettez-vous à ma place. Est-ce que vous serez allé dans cette voie-là? Est-ce que vous seriez allé dans cette voie-là? Si, bon, il y a quelques temps en arrière, on va dire, par exemple, toi, puisque tu es là et que tu me pousses dans mes retranchements sur ces questions-là, voilà, se dire, je vais essayer de former les gens sur la responsabilité individuelle, sur la matrice, sur, des sujets assez complexes. Plus après le numérique, la débancarisation, bon ça c'est encore autre chose, l'aspect financier. Mais c'était pas gagné quand même. Déjà, le regard d'autrui, le jugement, les critiques, les attaques, les les menaces, plus le fait de, bah, est-ce que je vais m'en sortir à faire ce que je fais? Alors je te demande pas de réponse, mais Non, mais je je vais vais quand même t'en donner une parce que je trouve que ce qui va lier, les experts, que tu as pu faire venir, donc ces gens formidables, entiers, convaincus, bah, le mot, je viens de le dire, c'est les convictions. Vous avez une foi et la foi, c'est pas la même chose que les croyances. La foi, c'est vraiment de se dire: «C'est ça paraît impossible, je n'ai rien pour que ça arrive, mais j'ai tellement confiance que je vais le faire et ça va le faire». c'est tout à fait ça. C'est que je le sentais au plus profond de moi-même et ça faisait je me suis affiché, mais ce que je fais, je le faisais déjà depuis avant, quelques années. Donc j'étais déjà confortable avec ça. Maintenant, repartir sur un nouveau projet, ça n'a pas été simple. Puis dernièrement, j'en reparle encore, hein, mais le sommet de l'émancipation, pour moi, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. J'ai jamais organisé d'événements de ce type-là. Tout ce que ça demande, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça a demandé énormément de choses, à tous les niveaux, techniquement parlant, la communication, la prise de contact, tout le stress que ça peut générer de le faire en direct en plus. Ouais, ce qui Les doit être revers aussi parce que tu as redoutable. eu des désillusions sur des personnes. J'ai eu des gens qui m'avaient dit oui et qui finalement ont dit non. Les engagements, ouais, c'est décevant parce qu'on a envie d'avancer avec certains que l'on pense engagés et puis finalement pas tant que ça, ou différemment, ou parce qu'il y a des intérêts à préserver. Bon, soit, mais il n'y a rien qui a été simple. Interviewer des gens, tout ce genre de trucs, mais j'ai jamais fait. Mais Mais en écoute, fait, c'était top parce que ça a plu aux gens et les gens ont appris aussi à te connaître, ça a vraiment bien développé. bah, fait, c'est ça, bah, j'ai fait. Puis bon, Voilà, en fait, je m'en fous. Bah, je vais le faire et je sais une chose, c'est quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit: «Au minimum, je vais le faire pour moi et je vais me régaler au moins tout seul». Si les gens me suivent et apprécient ce que je fais, c'est génial, c'est que du bonus. Voilà, donc parfait. j'étais complètement relaxé. Écoute, prochaine question plus technique pour un petit peu te faire redescendre, puisque je suis allée un peu te titiller. Est-ce que tu connais, je suis sûre que oui, une technologie pour relier un terminal de carte bleue à un compte crypto comme Nexo ou autre? Mais Nexo, c'est déjà le cas, en fait. Ouais, bah, après, je le répète, hein, pour ceux qui sont encore, un petit peu en retard ou qui débarquent, j'ai quand même fait enfin réalisé un e-book sur la débancarisation qui est disponible gratuitement quand on s'inscrit à ma newsletter via mon site. Tiens d'ailleurs, c'est simple, tout est là. Oui, bah, vous posez des questions
Où est-ce que je trouve la réponse? Bah, si vous vous donnez la peine de fouiller un minimum, c'est vrai que tout est sur mon site, hein. Pourquoi je Super. dirais dispatcher les informations à droite et à gauche? Non. Voilà, la seule chose que j'aime centraliser, ce sont les informations pour vous aider. Donc elles sont là. Très bien. Maintenant, le terminal carte bleue, aujourd'hui, il est très facile de payer en carte bleue avec son compte crypto, que ce soit un compte custodial ou non custodial, c'est-à-dire que l'on possède ses clés de chiffrement, je vais faire plus simple, que l'on possède réellement son portefeuille ou qu'on l'ait délégué à une société, ça existe. Aujourd'hui, on peut utiliser des cartes bleues, c'est relié. Voilà. Visa, Mastercard, les deux se sont dit, oula, il y a un truc, on va partir là-dedans. Et pour ceux qui se posent des questions, ouais, bah, la matrice, elle s'est retrouvée un petit peu plantée sur ce coup-là. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce que des réseaux comme Visa et Mastercard proposent ce genre de choses. Bah, c'est J'ai tout bien bénef. aimé le Mastercard à l'américaine. Mastercard, tu l'as dit. Ah ouais. Ouf. Bon, je mets un peu d'humour, hein, parce que c'est tellement complexe pour beaucoup de gens. Oui, c'est complexe. Donc il y a des questions, il y a des sessions questions-réponses. Abonnez-vous sur mes réseaux et puis j'en fais de temps en temps. Et puis je répondrai aux questions si jamais il y a besoin d'être plus spécifique. Mais pour répondre à la question, évidemment, ça existe déjà. OK. Peut-être que celle-ci pourrait encore, continuer dans ce domaine-là. Comment fonctionne l'anonymat des transactions de Monero alors que le principe des blockchains est qu'elles soient consultables, publiques et accessibles? C'est pas le principe des blockchains, c'est que les blockchains ont été créées pour certaines avec ce principe-là. Mais c'est là où c'est puissant, c'est qu'avec l'outil informatique, on fait absolument ce qu'on veut. Si on a envie de noyer les transactions comme le fait Monero, on peut le faire. Bitcoin, ils ont Satoshi Nakamoto, ou la CIA, peu importe, ou les autres, ou l'opposition contrôlée comme vous voulez, ont décidé de créer quelque chose de transparent. Mais ce qui est génial aussi, parce que certains se disent, ah ouais, mais on va être tracé, on est tracé, l'opposition contrôlée, elle nous trace. Détendez-vous, allez boire une tisane. Ce qui pourrait être intéressant, et ça je le répète, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir monter un mouvement pour l'imposer d'une certaine manière, puisque certains sont encore dans cette voie politique à vouloir parler à Macron. Bon, ok, vous voulez parler à Monsieur Macron? Eh bien, demandez-lui que tous les comptes des ministères, et notamment le sien, soient en Bitcoin ou en crypto-monnaie, mais traçables sur le web. Comme ça, on pourra savoir ce qui rentre et ce qui sort, quelles sont les dépenses. Ils ne pourront pas nous enfumer sur des rapports complètement foireux. Donc voilà, c'est bien d'avoir un écosystème riche avec d'un côté Bitcoin, d'un côté Monero, bah, qui permet de faire selon ce qu'on a envie de faire. Voilà. Si on veut utiliser le cash numérique, c'est Monero. Si on veut utiliser un système plus ouvert, c'est Bitcoin. Et il y en a plein d'autres. Il n'y a pas que ça. Merci Voynich. C'est plus intéressant de parler avec toi qu'avec son banquier. Mais évidemment. Depuis quand ça a été intéressant de parler avec son banquier d'ailleurs? Ah non, mais parce que tu apprends beaucoup, dans les lois de l'escroquerie, de la manipulation. Mais bon, il en reste quand même certains qui font leur métier avec du cœur et qui veulent vraiment aider leurs clients. Ah, il y en a, ils savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Mais bon. Je passe à la prochaine question. Quelqu'un dit qu'il voulait te parler des impôts. Il a appliqué la méthode des droits de l'homme et citoyens, malgré, après, avocat, ça n'a pas marché. Peux-tu lui dire où est la faille? Ça, j'arrête pas d'en parler. Ah, Alors, j'ai fait une pilule qui a été reprise aussi, beaucoup, hein. C'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où j'ai dit qu'effectivement, les citoyens peuvent consentir ou non à l'imposition. Et du coup, les gens, ils se disent, ah, mais c'est génial, on va leur mettre ça dans les dents. Le problème, c'est qu'ils se reprennent un retour de bâton parce qu'ils pensent qu'il suffit d'envoyer une loi au gouvernement ou je ne sais qui pour que... non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas aussi simple, c'est pas aussi bateau. Et vous croyez qu'ils vont se laisser faire parce que la Déclaration des droits de l'homme, qu'ils ont déjà du mal à reconnaître comme étant le texte fondateur au-dessus de la Constitution, ouais, déjà ça leur fait mal. Et si en plus on leur envoie ça tel quel, ça ne peut pas fonctionner, puisqu'en plus, si je l'expliquais, euh, par eux-mêmes ou par leurs représentants. Donc voilà, par leurs représentants, c'est marqué. Donc oui, vous pouvez
par vous-même. Mais comme vous avez voté pour des représentants, vous êtes foutus. Donc en fait, c'est vos représentants qui vont voter les lois finances avec des 49.3. Donc voilà, il y a quand même des choses à remettre en question. Il y a Maintenant, d'autres combats. l'argument, il est où? Bah, c'est toujours le même. Vous avez des représentants. OK. Donc en fait, je pourrais consentir par moi-même, mais j'ai des représentants. Mais si on se pose la question, est-ce que les représentants, vous avez réellement voté pour eux? Non. Vous en foutez des représentants. Ou peut-être que vous avez voté à l'époque, mais que c'est fini. Mais ça, il faut le remettre en question. Et je ne veux plus participer à votre république triponctuée. Forcément, j'ai plus envie de tout ça. Donc il faut le remettre en question. Mais aussi, quand on s'adresse aux institutions, ça ne suffit clairement pas. Arrêtez avec vos courriers trucs là que vous trouvez sur TikTok, sur Instagram, je ne sais où. Arrêtez avec ce qu'on vous transmet sur Internet. C'est dramatique, mais on en parle à chaque, on en parle à chaque 10 questions pour s'élever, on en parle à chaque session questions-réponses. Arrêtez, ça vous met dans des galères pas possibles. Si vous ne savez pas vous défendre au-delà de ce que vous posez comme question, bah le retour de bâton, vous le mangez. Ils vont pas se laisser faire en face. Donc s'il n'y a pas de méthode, s'il n'y a pas de stratégie, et s'il n'y a pas de connaissances, temporisez. Apprenez et repartez à la charge une fois que vous savez ce que vous faites. Et ne faites rien si vous ne savez pas ce que vous faites et si vous ne connaissez pas les tenants aboutissants. On en revient toujours aux mêmes fondamentaux. Mais En oui, tant que futur entrepreneur, est-il possible de commencer à sortir de la matrice tout en prospérant? Je crois que ça aussi, tu l'as déjà entendu plein de fois. oui, c'est là, elle revient. Alors, il y a plein de trucs intéressants dans cette question. Sortir de la matrice et prospérer. Je pense que si on veut prospérer, on doit rester dans la matrice, parce qu'il n'y a rien qui nous permette de prospérer si on ne reste pas dans la matrice. Non, d'une certaine manière, parce que là, on parle d'argent, puisqu'on parle d'entrepreneuriat. Hein. Donc, en fait, la question, si je la déchiffre, c'est est-ce qu'il est possible d'être entrepreneur et d'être tranquille et de gagner de l'argent? Évidemment. Maintenant, si vous avez peur de l'URSSAF et compagnie, évidemment, il y a des choses à mettre en place. Vous pourriez ne pas vous déclarer, vous pourriez faire les choses, mais à la fin, ce qu'il faut, ce qui est important pour ne pas avoir peur, pour dormir sur ses deux oreilles, c'est savoir se défendre. Quand on sait remettre en question la légitimité et la légalité de l'URSSAF, entre autres, bah déjà on dort mieux, parce qu'on sait très bien à qui on a affaire. Donc si ça ne vous fait pas peur, à ce moment-là, vous pouvez, comme le dit cet individu, prospérer. Prospérer donc, être tranquille, ne pas être inquiété, gagner son argent et arrêter de se faire racketter à 20, 25, 30% et des fois plus. Parce que pourquoi? Posez-vous la question, vous cotisez à l'URSSAF. Pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr où va l'argent? Est-ce que vous avez des services particuliers qui vous sont utiles pour votre société ou pour vous-même? Posez-vous toutes ces questions et vous verrez que finalement, vous pouvez même poser ces questions directement à l'URSSAF. Allez-y, faites-le. Dire, moi, je veux bien cotiser à l'URSSAF, je veux bien être entrepreneur. D'ailleurs, je suis sur le point de devenir entrepreneur. Je vais monter ma boîte. Maintenant, on m'a dit qu'il fallait se déclarer à l'URSSAF. Bon, bah, envoyez-leur un courrier et puis posez-leur la question. À quoi vous servez? Quels sont mes bénéfices si moi, je cotise 30%? Oui, les cotisations sociales, tout ça, c'est pas ça la Et question. oui, Il n'y a pas que c'est ça. ce qui Hein. rassure. Voilà, ouais, on va participer à la société. Est-ce que vous êtes sûr de ce à quoi vous participez? Est-ce que le monde n'est pas suffisamment en pleine chute libre, on pourrait dire? Hein? Est-ce que la société ne dégringole pas suffisamment pour que vous vous posiez la question, est-ce que réellement, toute cette imposition, elle sert à quelque chose? La société dégringole, il y a de plus en plus de millionnaires, de milliardaires, ce sont souvent les mêmes copains, ils sont dans les mêmes clubs, vos écoles, elles sont dégueulasses, vos hôpitaux, ils sont dégueulasses, vos routes, elles sont dégueulasses, la société dans l'ensemble, ça devient une ruine, et pourtant on n'a jamais autant payé d'impôts. Donc, il est temps de se poser des bonnes questions. Merci à toi. On va clôturer avec une dernière question. Euh, Celle-là, je sais aussi que tu l'as pas mal revue, mais je pense que les gens ont besoin d'un regard différent à chaque fois. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se sent encore prisonnier du regard des autres et qui a peur de s'affirmer? Donc, je ne parle pas de s'émanciper, mais vraiment de s'affirmer.
Ouais, elle est complexe cette question. C'est pour ça que je te la pose à la fin parce que C'est un processus. C'est un processus qui nécessite de mettre plusieurs petites briques pour bâtir son château fort. Je me dis: «Bon, je parle souvent de posture comme étant une nécessité absolue. Comment on bâtit une posture? Bah, c'est comme si nous, on était un château fort. Si on est une maison en paille comme les 3 petits cochons, en paille, en bois, ça va pas le faire. La matrice, elle va débarquer. Imaginez que l'URSSAF, c'est le loup. Donc il arrive sur la maison de paille, il souffle dessus et whitt. Maintenant, pour être affirmé, effectivement, il faut poser des briques. Et poser des briques, c'est petit à petit, et je vais revenir à la question d'avant, comment on les place ces briques? Bah, en faisant. C'est tout bête, hein? On fait. On va commencer à prendre confiance en soi, confiance à ce qu'on apprend de cette société, c'est-à-dire assumer déjà. C'est pas un exercice qui est si compliqué que ça, mais d'assumer au moins ce que l'on pense. Quitte à devoir peut-être s'écarter du groupe à un moment donné. Si vous êtes dans un groupe d'amis où vous êtes le seul, on va dire, éveillé, peut-être qu'un exercice intéressant, parce que de toute manière, il va y avoir une distanciation qui va se créer avec vos proches, le fait de se dire, je vais assumer, et je vais parler de ce que je pense juste. Puis si je ne suis pas reconnu, tant pis en fait. C'est que ce n'est pas mes amis aussi, hein. Ça aussi, on peut se le dire, hein. Si vos amis, vous pensez que ce sont des gens avec lesquels vous pensez exactement les mêmes choses, c'est que ce ne sont pas des amis. Ce sont des amis à la condition que vous vous livriez sur ce que vous pensez juste et bon. Pour autant, ils ne sont pas d'accord avec vous, mais ils vous acceptent. Et ça, c'est des premiers pas tout bêtes, mais il y en a beaucoup qui ont peur de finir seuls. Vous ne finirez pas seul si vous avez des vrais amis. Par contre, si vous avez des faux amis, bah, vous ne perdrez pas grand-chose. Vous ne perdrez pas d'amis parce que c'est des faux amis. Voilà, il y a plein de choses à dire en fait, hein, plein d'axes possibles pour s'affirmer, pour arrêter d'avoir peur du regard d'autrui. Mais voilà, il faut quand même à un moment donné être droit dans ses bottes, c'est commencer par assumer ses opinions, tout simplement. eh bien, c'est un beau témoignage finalement, un beau cheminement, un beau parcours à faire. C'est tellement intime et individuel. Heu, on le sent, hein, que chez toi, ça fait longtemps que c'est là. C'est vrai que j'ai été moi plus partagée différemment et je côtoie beaucoup de gens qui n'en sont pas encore là et je comprends que parfois aussi, peut-être pas par lâcheté, mais parfois on choisit aussi le chemin de la tolérance pour éviter, de perdre des gens qu'on connaît depuis longtemps et qui, eux, ne sont pas encore prêts. Hem, il y a tellement de paramètres, c'est tellement lourd, c'est tellement complexe l'être humain. Certains en ont peur d'ailleurs et se disent: «Ouais, mais il y a trop» par exemple, certains ont regardé le sommet de l'émancipation et m'ont dit: «Oh, c'est trop d'informations». Ah, moi, je débarque, j'entends tout ça, je me dis: «Il y a tellement à faire, bah, que finalement, bah, je vais rien faire parce que c'est trop». C'est fou quand même. Mais au contraire, enfin, je l'ai répété dans le sommet, mais il faut voir le verre à moitié plein. C'est extraordinaire d'avoir plein de choses à faire. Ça veut dire qu'on jusqu'à notre mort, possiblement, ne s'ennuiera plus jamais. Ce qui est quand même une nouvelle extraordinaire. Il y a tant à faire, mais même pour moi qui suis déjà depuis longtemps dedans, j'ai encore tellement de trucs à faire, à apprendre, à mettre en place. Je vois ça comme une montagne en face de moi, je me dis: «Ouais, j'y arriverai peut-être jamais», mais on s'en fiche. Je fais au jour le jour et c'est le chemin qui rend heureux, encore une fois. C'est pas la finalité qui rend heureux, c'est le chemin. Donc commencez à faire, à mettre vos briques, et ça vous rendra heureux sans aucun doute. Ça rend heureux, parce que ça résonne en vous. Et pour, remercier et une pensée, beaucoup de tendresse à Pierre Rabhi qui disait toujours: «Faites votre part, soyez des colibris», j'ai envie de dire en posant des formations, en faisant, le maximum que tu peux pour donner, offrir le e-book de la débancarisation, ce sommet qui était, complètement gratuit. En plus, les gens peuvent encore le regarder jusqu'à ce que, YouTube existe. Je veux dire, toute cette générosité, toute cette énergie, tout ce que tu es capable d'accueillir et de faire surtout. Rien qu'à toi, tu es un exemple. Sans être parfait, mais tu es un exemple, une inspiration pour les gens et pour ça, je te dis aussi merci.
Est-ce que tu as un mot de la fin? Parce que je trouve que finalement, ça a été assez philosophique, pour une fois et j'aimerais savoir s'il y avait quelque chose que tu aimerais, dire pour clôturer, avant aussi de demander à tous les gens qui te suivent, de ne pas oublier, de poser d'autres questions s'ils veulent, que les 10 questions pour s'élever soient un peu plus, centrées sur des interrogations qu'on n'ose pas. Est-ce que toi, tu as quelque chose comme ça pour, à dire aux gens? Parce qu'il y a les grandes vacances qui arrivent aussi. On sait que c'est un moment où beaucoup vont lâcher par la vie de famille, parce qu'on a aussi envie de respirer. Ça ne veut pas dire que le combat s'arrête, ça ne veut pas dire que les gens sont inconscients ou qu'ils manquent de capacités. Ça veut dire que c'est aussi la vie, c'est aussi l'être humain, c'est des cycles et il y a cet été qui arrive, qui nous permettent d'être debout plus longtemps dans la journée, mais pourtant, qui nous amène à d'autres choses et qui nous empêche parfois aussi de nous dire: «Bah non, il faut que je sois aussi alerte» parce que, bah, par exemple, pendant le mois d'août, on sait que toutes les lois passent. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu là pour les prochains mois, même si on fera encore, d'autres, questions? Bah voilà, c'est l'exemple. On va essayer de montrer l'exemple, c'est-à-dire que l'été va passer et pour autant, nous, on va pas lâcher. Pourquoi? Parce qu'on a, du moins on essaye d'avoir de la rigueur et je pense que c'est important. Faut pas oublier ça. La rigueur, c'est ce qui permet d'aller loin. Il faut pas marcher à l'impulsion, de se dire: «Ouais, on va tout donner» et puis après on lâche l'affaire parce que j'en ai vu beaucoup aussi, tout donner. C'est pas un sprint qu'on est en train de faire, c'est un marathon et si on veut tenir dans l'ensemble, la rigueur est de mise. C'est-à-dire qu'on ne doit pas lâcher. On doit garder une constance pour y arriver à titre individuel ou pour y arriver à titre collectif. Si on se dit pendant 2 mois d'été, on ne fait plus rien, on s'intéresse plus à rien, on maintient plus les réseaux, machin, oh, de toute façon les gens ils s'intéressent plus, c'est plus le moment, bah, mine de rien, progressivement, faire retomber le soufflet. Alors faut pas en faire des caisses, évidemment, faut penser à se reposer, évidemment, mais il faut pas lâcher, jamais. D'ailleurs, regardez depuis le coco là. Tout le monde s'est activé comme des fous. Tous les réseaux étaient actifs. C'était une période, on va dire, d'éveil collectif. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que je côtoie aujourd'hui ou qui m'en parlent ou qui me laissent des commentaires qui me disent ouais, moi, c'est depuis le Covid que j'ai pris conscience. Ben, heureusement, finalement, qu'il s'est passé ce qui s'est passé, même si c'était compliqué. Mais on remarque qu'aujourd'hui, il n'y a pas la même dynamique, hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut encore attendre que le Deep State nous fasse un truc à la con comme un acte terroriste, une autre pandémie, le CBDC, la monnaie numérique, qu'on soit encore dos au mur pour se mettre à l'action. Il ne faut pas attendre. C'est comme le processus de débancarisation, parce que ça, c'est vraiment à la mode et que je ne lâcherai pas. Tant qu'on ne sera pas tous débancarisés, je pense que je ne lâcherai pas. C'est pas grand-chose à faire. Il ne faut pas lâcher. C'est des petites choses à mettre en place. Et c'est très simple. Et c'est sans risque. Donc ça se poursuit même l'été. Justement, l'été, quand on n'a rien à faire sur son transat, on prend son téléphone et on poursuit son processus de débancarisation. Parce que c'est aussi simple que ça. OK, Vanish. Bah, écoute, je te remercie, c'est toujours, des conversations, très développées. On dit toujours qu'on va essayer de faire ça en une demi-heure, on est passé à 43 minutes. Je crois que ça reste le temps moyen et encore, voilà, j'essaie de te condenser parce que je sais qu'il y a beaucoup, dans la brouette, elle est remplie. Mais bon, en tout cas, je te remercie et je te laisse le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, il est simple. Garder une constance et encourager aussi. Encouragez-nous, encouragez cette chaîne-là. Mettez des pouces, mettez des likes, partagez. Franchement, comme tu disais, on met plein de choses gratuites à disposition. La moindre des choses, c'est même pas de dire merci, on n'attend même pas ça, mais juste un petit encouragement pour que le message y soit porté. Parce que nous, on va jeter la pierre, elle va tomber 100 mètres plus loin. Il faut qu'il y ait un autre, ce quelqu'un là, qui ramasse la pierre et qui la rebalance encore 100 mètres plus loin, jusqu'à ce que ça fasse le tour du monde. Donc à Ondina et moi-même, on n'y arrivera pas. Donc voilà, c'est entre vos mains, c'est le plus petit truc que l'on peut faire en participant, c'est ça. Donc voilà, partage, pouce, et surtout posez vos questions. Les 10 questions pour s'élever. Épisode 7, ça sera en juillet, si tout va bien.
On Restons va branchés, rester. c'est ça. Restons branchés et portez-vous bien. À Bye. bientôt. Ciao, ciao.